passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 23 de Carter et Piston. Alors évidemment, nous sommes dans une situation un peu particulière, nous sommes confinés, nous sommes à la maison. Malgré cette situation, je suis quand même parvenu à vous concocter votre magazine préféré, dont voici le sommaire. Nous découvrirons les essais des BMW F900 XR et S1000 XR. Nous ferons évidemment un tour de l'actualité. Nous découvrirons également l'essai de la Kawasaki Z900 RS. Puisque nous sommes enfermés, je vous proposerai un peu de lecture. Nous retrouverons le Dr Grimm, évidemment, pour le deuxième volet consacré aux suspensions. Je vous annoncerai le gagnant du concours Pirelli que nous avions entamé le mois dernier. Et enfin, nous découvrirons une nouvelle rubrique consacrée aux motos de légende. Faire de la moto est bon pour la santé. Bonne nouvelle, faire de la moto serait bénéfique à notre santé, comme le révèle une étude très sérieuse commandée par Harley-Davidson. Pour arriver à ce résultat qui confirme ce que la plupart des motards savent déjà, évidemment, les chercheurs ont mesuré l'activité cardiaque et cérébrale d'une cinquantaine de conducteurs de deux roues, ainsi que leur taux d'adrénaline et de cortisol. Après ces expérimentations, il ressort que faire de la moto serait bénéfique sur plusieurs points et aurait des effets se rapprochant d'une activité physique légère. Mais ce n'est pas tout, car la pratique de la moto réduirait également les biomarqueurs hormonaux du stress à une hauteur de 28%. Ce qui explique le sentiment de bien-être ressenti par de nombreux motards lorsqu'ils partent en virée, seuls ou entre amis. Vous savez donc désormais ce qu'il vous reste à faire pour être heureux. Du neuf pour l'électrique, bientôt une batterie qui se recharge en 5 minutes. Bon, il faut évidemment toujours se méfier des effets d'annonce et des belles promesses. Il n'empêche que l'entreprise californienne Enevante vient de jeter un vrai pavé dans la mare en annonçant la commercialisation prochaine d'une nouvelle génération de batteries cellules lithium-ion, plus légère et surtout bien plus performante. Les Américains laissent entrevoir une nouvelle ère pour la mobilité électrique et en particulier pour les motos électriques. Selon eux, ces batteries pourraient se recharger à 75% de leur capacité en seulement 5 minutes, autrement dit à peine plus que le temps de faire un plein traditionnel. La société américaine précise également que leur fabrication pourrait se faire directement sur les lignes de production existantes et en grande quantité. À voir. MotoGP 2020 peut être 10 courses et un 10e titre pour Rossi, qui veut aussi un enfant. Il y a de plus en plus de monde pour estimer qu'il sera impossible de courir les 13 courses théoriquement obligatoires pour valider un championnat du monde. C'est une décision de la FIM qui est donc sujette à évolution. Dans l'esprit de tout le monde, il est d'abord clair qu'en tout état de cause, c'est le virus et les règlements internationaux qui décideront. Du coup, l'arrivée d'un championnat à 10 GP, on se demande. C'est aujourd'hui l'opinion de Gigi Dall'Agna de chez Ducati qui rappelle d'ailleurs que chez lui, tout est fermé, l'atelier, l'usine, les chaînes de production et que du coup, il arrive royalement à bosser 1 heure par jour de télétravail. En attendant, Valentino est chez lui, il est confiné dans une grosse maison évidemment, mais dans une région très touchée par le virus. Il est avec ses chiens, 2 Golden Retriever et sa fiancée, sa maman qui lui fait de la cuisine, et il a eu cette réflexion très étonnante auprès de nos confrères italiens. Cette année, il veut un fils et un 10e titre. Il pense même que ce serait peut-être plus simple de le faire sur 10 courses. Eh bien, moi je lui souhaite tout ça, même si El Signor Ferrari prétendait qu'un pilote qui a un enfant, c'est une seconde en plus autour. Bon, s'il calcule bien, l'enfant peut arriver juste après le titre. Bon, voilà, c'est une chronique en attente. En effet, avec des familles condamnées à vivre ensemble, on va peut-être avoir un baby-boom en fin d'année. BMW et Harley-Davidson stoppent leur production. Les ateliers ferment les uns après les autres. À cause du Covid-19, BMW et Harley-Davidson annoncent également la fermeture de leurs usines. Sauf MV Agusta, et on se demande bien pourquoi, le nord de l'Italie est à l'arrêt d'un point de vue industriel. Et pas seulement, ce n'est pas tout. Yamaha a annoncé la fermeture de plusieurs usines, KTM et Husqvarna aussi. Peugeot aussi suit le mouvement, malheureusement. Harley-Davidson a donc annoncé la fermeture des usines d'assemblage
aux États-Unis, devenant ainsi le premier acteur du monde moto à prendre une telle décision sur son territoire. La mesure concerne 2000 employés qui devront rester à la maison, tandis que des procédures de désinfection auront lieu dans les usines et les locaux communs. La mesure court au moins jusqu'au 29 mars, mais on sait que les USA sont dans une courbe ascendante et qu'il se peut évidemment que ces dates changent encore. De même, depuis le lundi 16 mars, ce sont les employés du siège et du centre RD qui sont priés de rester à la maison. Du côté allemand, c'est le groupe BMW en entier qui est à l'arrêt sur ses sites d'Europe et d'Afrique du Sud, et ce au moins jusque mi-avril. Cela inclut l'usine moto de Spandau en Allemagne, mais aussi des sites Mini et Rolls-Royce. C'est plus de 30 000 employés, et dont 2 000 rien que pour la moto, qui vont donc devoir respecter les mesures de confinement. Bon, comme vous le constatez, évidemment, cette émission qui devait être tournée chez un concessionnaire a été annulée et on confine à la maison. Et donc, cette émission est tournée à domicile. Mon voisin restera muet pendant toute l'émission. T'es d'accord avec moi, Georges? Oui, il est d'accord. Bon, nous voilà donc pour la plupart bloqués à la maison pour une période indéterminée. Profitons-en peut-être pour nettoyer nos motos, les mettre en ordre, pour être prêt à rouler dès que ce confinement sera terminé. Pour rappel, les balades seules ou à plusieurs sont interdites. Vous pouvez évidemment rouler à moto pour vous rendre au boulot ou éventuellement faire vos courses, comme l'utilisation d'une voiture, c'est la même chose. C'est certainement dur pour tout le monde et croyez bien que c'est dur pour moi aussi. On a tous envie de rouler, on est à la fin de l'hiver, les premiers beaux jours arrivent et on a évidemment envie d'enfourcher sa moto. Ce n'est pas possible pour le moment. Il faut aussi penser aux dommages collatéraux. Je veux dire par là qu'un début de saison en moto, il y a toujours pas mal d'accidents parce qu'on doit reprendre nos marques. Ce n'est pas le moment d'aller encombrer les urgences. Ce n'est pas le moment d'arriver avec une blessure grave aux urgences pour l'instant. Les services sont débordés, donc ça fait aussi partie de la prévention et ça fait aussi partie de la solidarité. Plus nous respecterons ce confinement et plus vite, à mon avis, ce cauchemar sera derrière nous. Les tournages de cette émission ont été réalisés pour la plupart ici dans la région, donc on est loin des ambiances habituelles du Maroc, du sud de l'Espagne, tout ça a été annulé. Tous les essais ont été filmés en équipe réduite et pour une équipe réduite, bien écoutez, c'était moi tout seul. Ça ne m'empêche pas évidemment de vous proposer le premier sujet qui est l'essai des BMW XR, la F900 XR et la S1000 XR. Il est évident que BMW veut mettre sa gamme XR plus au service de la sportivité que de l'aventure. Pour l'aventure, la marque ACGS. Bon, eh bien, je rentre d'une belle petite balade au guidon de cette BMW 900 XR. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Bien, en fait, c'est évidemment l'héritière de la 850, puisqu'elle en garde le bicylindre, qui est passé de 850 à 900 cm3. Du coup, évidemment, il gagne du couple. Il gagne aussi 10 chevaux, puisque nous étions à 95 chevaux. Nous voici à 105. Alors, évidemment, cette augmentation de couple et de puissance, on la sent quand on roule. Et cette moto est déclinable en deux versions, la R et la XR, ici, derrière moi. Alors en fait la XR est évidemment une petite fiole de la XR 1000 qui elle est équipée d'un 4 cylindres et qui est autrement plus sportive. En tout cas cette 900 XR fait le job. On peut dire que le moteur est volontaire, il monte très très bien dans les tours, il est amusant. 105 chevaux pour moi est une des puissances idéales sur une moto de route. Et en fait, on aurait pu espérer un tout petit peu plus de couple en fait et un peu plus de reprise à bas régime. Là, le moteur est un petit peu creux, en dessous de 3000 tours, il n'est pas très expressif. Entre 3 et 7000, c'est vraiment sa zone d'utilisation dans laquelle vous allez retrouver toutes les sensations que ce moteur peut distiller. Au niveau châssis, on est en fait sur un châssis similaire sur les deux versions, la R et la XR, châssis qui n'appelle pas vraiment à la critique parce qu'en fait tout est à sa place, tout répond bien. Au niveau suspension, au début je la croyais un peu ferme et puis finalement les suspensions sont très agréables et le freinage, lui, j'aurais aimé un peu plus de mordant, mais je me demande si on ne s'habitue pas en fait à des montes de frein qui sont très agressives et de ce fait, dès qu'on doit freiner un petit peu plus fort ou en tout cas solliciter un peu plus la poignée, eh bien on se dit tiens ça freine un peu moins fort alors que finalement ça freine très très bien, on est sur un double disque à l'avant avec des étriers Brembo, croyez-moi il n'y a pas de souci. Alors bon, au niveau ergonomie c'est une moto courte,
C'est une moto plus petite qui en fait conviendra parfaitement à des gabarits plus petits que le mien, mais aussi évidemment aux dames qui y trouveront une moto facile, accessible et relativement légère. Alors en utilisation, en fait, cette moto est très vive. Moi, je l'ai essayé sur les petites routes ardennaises ici. Les premiers jours de soleil arrivent, après cet hiver qui n'en finissait pas. On est évidemment dans une situation un peu particulière, on est un peu confiné, donc on ne peut pas partager les expériences pour le moment. On roule chacun de son côté, en solo. Mais ça me permet en tout cas de vous dire que cette moto est une moto aboutie. C'est une BMW, la finition est au rendez-vous. Évidemment, le prix aussi, on est à 11 450 sur la version de base. La version essayée ici avec ses options arrive à 14 825 €. C'est évidemment déjà un prix pour une moto, pour une 900. Mais bon, voilà, la qualité est au rendez-vous, aussi bien au niveau de la finition qu'au niveau des matériaux utilisés. Donc voilà, une XR 900 qui est absolument à sa place dans la gamme chez BMW, qui par rapport à la concurrence, on va dire aux autres machines qui cubent plus ou moins la même chose, on va aller sur la KTM 890, on va aller chez Kawasaki avec une Z900, où là on est sur un 4 cylindres évidemment, ce genre de machine est un peu plus violente, un peu plus sportive que ceci, mais je trouve que la polyvalence de la BMW est à sa place sur nos routes actuelles. Et la protection est pour moi relativement suffisante. Le pare-brise est réglable en 2 positions, une basse et une haute, réglage qui est accessible pendant qu'on roule. L'écran TFT, quant à lui, est un écran qui fourmille évidemment d'informations, comme c'est la mode un peu partout pour le moment, mais il faut bien avouer qu'il est très bien fait et la lisibilité est parfaite. Il y a 3 modes de conduite. Il y a un mode de conduite rain pour la pluie, un mode de conduite road pour les conditions normales et un mode de conduite dynamique. Sur ce mode de conduite dynamique, vous avez la possibilité de voir en action le traction control sur le côté gauche de l'écran, sur le côté droit, la force de freinage que vous actionnez sur le levier. Et au milieu, en bas, vous avez en fait un petit graphe qui vous donne les angles que vous prenez en virage. Tout ça est évidemment transposable sur une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et à ce moment-là, vous avez la possibilité de revoir votre balade complète avec toutes ces données, un peu comme une moto de compétition. Alors, effectivement, ces écrans TFT permettent d'avoir un accès à une foule d'informations, que ce soit la pression des pneus, que ce soit l'intervalle des entretiens, que ce soit les totalisateurs journaliers, les jauges à essence, et tout un tas d'informations, évidemment, que ces écrans multicolores et de grande dimension peuvent fournir. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, il faudra s'y faire parce que je crois que c'est maintenant la norme chez tous les constructeurs. Il faut juste avoir l'intelligence de ne pas mettre trop d'informations parce que trop d'informations tue l'information. Bon, eh bien écoutez, voilà, beau galop d'essai avec cette XR 900, moto qui est disponible en concession. Allez chez vos concessionnaires, pratiquement tous en ont à l'essai. C'est une moto qui vaut la peine d'être essayée. Vous aussi, mesdames, allez voir, c'est une moto qui ne fait pas peur parce qu'en fait, ses réactions sont prévisibles, elle est accessible et très amusante. Alors, cette moto, comme je vous l'ai dit au début, c'est une moto qui est en fait la petite sœur d'une XR 1000, cette fameuse XR 1000, qui vient aussi de subir une refonte complète de son modèle. Et je me demande en fait si ce ne serait pas l'occasion de l'essayer. Et voilà, changement de décor, évidemment, je vais donc pouvoir aller essayer cette XR 1000. Inutile de vous dire que le changement de décor est complet puisqu'on passe d'une 2 cylindres à une 4 cylindres et on double pratiquement la puissance. Je vais donc aller faire un petit tour avec cette moto et si je me réfère aux impressions que j'avais eues avec la précédente, on est plus sur un jeu vidéo que sur une moto. Allez, on y va. La ligne générale et l'aérodynamisme retravaillé font de cette 1000 XR une lame que je vous assure, bien aiguisée. Parfaitement finie et équipée de toutes les dernières innovations techniques, que ce soit sur les modes de conduite, l'ABS, le traction control ou la connectivité, il ne manque rien à cette 1000 XR. Au guidon, je vous parlais d'un jeu vidéo, c'est vraiment ce qu'il en ressort de cette extraordinaire machine à plaisir. Si j'avais trouvé le shifter de la 900 un peu paresseux et dur, celui-ci est d'une douceur et d'une précision sans appel. Le 4 cylindres de 165 chevaux pousse à n'en plus finir et la partie cycle répond au doigt et à l'œil. Ce jouet pour grand garçon demande une certaine expérience car les virages arrivent très très vite. Machine aux performances et à la raison d'être
un peu hors norme sur nos routes actuelles, mais quel engin! Vraiment quel engin! Au rayon des regrets, j'aurais souhaité un peu plus de confort de selle, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Enfin, on termine par cette petite accélération, enfin quand je dis petite. Quel caractère cet XR, j'adore. Incroyable XR, puisque nous devons rester à la maison, on va peut-être en profiter pour lire. Je vais vous proposer 2 bouquins. Le premier est celui-ci de Matthew Crawford, qui est en fait un universitaire brillant, qui était prédit à un grand avenir dans la finance et qui a décidé tout d'un coup de tout lâcher pour ouvrir un atelier moto. Il en a écrit ce bouquin qui s'appelle « Éloge du carburateur », qui est une sorte de philosophie du travail manuel. C'est très bien écrit, c'est très drôle et très intelligent. Ne le ratez pas, Éloge du carburateur. Ensuite, on va parler de Sylvain Tesson. On a déjà parlé de Sylvain Tesson il y a quelques mois. Je vous avais proposé un de ses bouquins qui s'appelait Bérésina. Dans ce bouquin, il rejoignait Moscou à Paris en plein hiver au guidon du Noural. Ici, en fait, il nous retrace un peu ses carnets de voyage. Et dans un recueil de photographies, voilà, il nous fait part évidemment de toutes ces réflexions qui sont aussi un peu philosophiques et du bonheur qu'il a eu à se promener sur le globe au guidon de moto, en général des Ural ou des Enfield. Ce bouquin en avant, calme et fou, est une véritable bouffée d'air frais dans ces moments où nous restons chez nous. Allez-y, commandez-le et vous ne serez pas déçus. Bien loin d'un sidecar Ural, je vous propose maintenant de découvrir l'essai de la Kawasaki Z900 RS. C'est en 1972 que la Z1 est apparue. Elle créa de suite une véritable addiction aux amateurs de performance. Le verre Kawa s'est rendu célèbre sur toutes les pistes du monde et cette Godier genou en est le parfait exemple. 50 ans plus tard, la Z900 RS est la parfaite héritière de cette époque glorieuse. Ses couleurs sont les seuls points communs avec ses aïeuls. La Z900 RS est bien une moto du 3e millénaire. Même si le côté vintage est de mise avec cette magnifique tête de fourche, c'est le moteur et son 4 en 1 qui sont les pièces maîtresses de cette bécane. La très belle et moelleuse selle tape-cul participe évidemment aussi à cette ambiance un peu rétro. Double disque avec étrier radio à l'avant, un tableau de bord à l'ancienne, mais qui offre néanmoins toutes les infos nécessaires. Alors, au guidon, l'ambiance est au rendez-vous dès les premiers mètres. La position de conduite est naturelle, les commandes tombent parfaitement sous la main, la lisibilité du tableau de bord avec son affichage en négatif est juste parfaite. On est bien au guidon d'un 4 cylindres, souple, rond, qui permet des accélérations franches à la moindre sollicitation de la poignée de gaz. Le confort procuré par la selle, la position de conduite et la protection de la bulle laissent entrevoir des sorties longues sans trop de fatigue. Au niveau comportement, cette RS reste saine. On n'est pas sur une machine de course évidemment, on est bien sur un café racer. En fait, c'est un excellent compromis entre performance et confort d'utilisation. Au niveau des performances, justement, on pourra compter sur une partie cycle rigoureuse, un embrayage à glissement limité pour éviter les pertes d'adhérence lors des rétrogradages appuyés, traction de contrôle pour limiter votre enthousiasme en sortie de courbe. Bref, de quoi s'amuser avec ces 111 chevaux. Le freinage assuré par un double disque à l'avant à étrier radio et un maître cylindre également radial font parfaitement le job. Évidemment, l'ABS est là pour vous sauver des situations délicates. Enfin, l'ambiance est complétée par un son du 4 en 1 qui est rageur à souhait et qui pourra, si vous le voulez, être complété par une option à Krapovic. Mais cette Z900 RS est aussi une moto moderne, aux normes Euro 5 évidemment, avec une consommation moyenne d'environ 5,5 litres et un mode éco qui vous permet de rouler de manière douce et économique. Bref, il y a peu de points négatifs sur cette moto, belle, performante et accessible. Sincèrement, en ce qui me concerne, c'est un vrai coup de cœur.
Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quad neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Motokaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Salut Arnaud. Salut Thierry. Ça va, tout va bien? Ouais, ça roule, Bon, ça bah, roule. écoute, respectons les distances. Hein. Oui. Voilà. Bon, dis-moi, écoute, si on profitait un peu de cette période de confinement pour donner quelques bons conseils aux téléspectateurs, quelques bons conseils pour la remise en route d'une moto après l'hiver. Oui, c'est ce qui doit être fait chaque année et c'est effectivement tout à fait nécessaire. On a commencé les séquences du Dr Grimm par les pneus, ben, commençons par ça. Je dirais que personnellement, je pense que c'est la première chose à vérifier, effectivement, c'est, je l'avais largement répété, contrôler la pression des pneus. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Contrôler la pression des pneus. Si on était un peu prévoyant, on les a peut-être même un peu surgonflés pendant le stockage pour ne pas avoir de plat. Mais enfin, bon, ça, de toute façon, c'est peut-être un peu tard. Oui, voilà. j'allais dire, et rares sont les motards qui font ce genre de choses, ouais. même si ce serait très malin, effectivement. Oui. Ensuite, on va vérifier évidemment l'état général de sa moto. Oui. On va vérifier la charge de sa batterie. Oui, oui. Et une fois de plus, idéalement, il faut essayer d'anticiper. Donc, l'utilisation d'un optimètre Oui, ou bien sûr. quelque chose Ouais. pour recharger la batterie durant l'hiver, c'est quand même non négligeable. Les problèmes de redémarrage d'une moto après plusieurs mois de non-utilisation posent souvent problème au niveau de la batterie. Oui. Ouais. Un petit coup d'œil sous la moto pour voir s'il n'y a pas une petite goutte d'huile qui s'est infiltrée quelque part ou qui s'est un peu laissée aller. Ouais, de manière évidente, même si c'est rare, mais ça peut arriver qu'on détecte une goutte d'huile ou l'autre. Maintenant, ça peut être de l'huile moteur, ça peut être de l'huile de frein, ça peut être pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'être attentif et ne pas hésiter à jeter un œil attentif sur ce genre de choses. Un bon moyen de regarder finalement si sa moto ne présente pas de fuite, c'est de bien la nettoyer en fait. Oui, oui, effectivement, la nettoyer, c'est une base. Maintenant, je dirais qu'à partir du moment où la moto est immobilisée depuis plusieurs semaines à un endroit, je dirais commencer par d'abord l'examiner au sol s'il y a l'éventuelle petite goutte, voilà, et puis la laver correctement. Ouais, tout à fait. Bon, pour ceux qui ont évidemment une chaîne, tension de la chaîne et graissage de celle-ci. Oui, absolument. Ensuite, on la met en marche. On la met en marche. On va vérifier le fonctionnement de tous ces feux. Oui, clignot y compris, oui. Évidemment, clignot, les stops. Et puis alors, bon, il y a peut-être plusieurs écoles, mais je crois quand même que la bonne, quand on a laissé une moto longtemps à l'arrêt, pendant l'hiver notamment, au moment de la remise en route, c'est de ne pas la faire chauffer trop longtemps à l'arrêt. Oui, c'est vrai que c'est pas très bon pour le moteur. Parce que, en fait, les huiles sont descendues dans le bas moteur pendant toute cette période d'inactivité. Et quand on remet la moto en route au début, il faut donner évidemment un petit peu de chaleur pour que l'huile redevienne bien fluide. Mais pas trop longtemps parce que le haut moteur n'est peut-être pas très bien lubrifié, en fait. Donc je crois, et tu me coupes si je me trompe, le mieux est peut-être de redémarrer après peut-être une minute de ralenti, on redémarre vraiment doucement pour laisser à l'huile le temps de remonter. Oui, tout à fait. Il faut relubrifier toute la partie supérieure du moteur. Et donc, pour que cette huile revienne et vienne s'immiscer un petit peu partout, tout autour du haut moteur, eh bien, il faut y aller progressivement. Donc, chauffer doucement la moto, reprendre les trucs et reprendre des tours doucement. Et puis, voilà. Ce qui permet aussi, finalement, dans ces premiers tours de roue au ralenti, de reprendre un peu contact avec sa moto, de tester les commandes, de tester les freins. D'examiner le comportement, oui, effectivement. C'est vrai que parfois, pour une raison qu'on ignore, on a une petite sensation qui est souvent liée justement à la pression des pneus. Mais enfin, voilà, il faut un petit peu reprendre contact avec sa moto. On peut aussi avoir des problèmes de suspension, mais c'est justement, je vais en parler dans le sujet qui suit, à savoir qu'il y a aussi du dépôt dans l'huile de suspension et le fait de le remettre en marche peut éventuellement déplacer ce dépôt
et en fait diminuer l'efficacité de fonctionnement des suspensions, mais j'y reviendrai un peu plus tard. D'accord. Bon, oui, forcément, Dr Grimm, on est très content du succès de cette séquence qui finalement n'a vécu que 2 fois, mais on a reçu, toi aussi et moi, pas mal de mails et de réactions des téléspectateurs qui trouvent ça génial. Donc écoute, on va peut-être parler de la deuxième partie du sujet suspension. Oui, tout à fait, oui. Écoute, oui, c'est vrai que pour le moment, bon, on s'amuse bien, je m'amuse bien avec cette séquence parce que c'est une séquence qui me permet de pouvoir communiquer des choses qui me paraissent, moi, relativement simples et anodines, mais qui ne le sont pas du tout pour d'autres. Et donc, ça a toujours été un plaisir de communiquer ce savoir. C'est aussi la raison pour laquelle je suis journaliste moto. Et donc, je prends beaucoup de plaisir à donner des trucs et expliquer tout ça. Donc, on passe dans la phase 2 des suspensions aujourd'hui. Et donc, j'espère être toujours aussi ludique. Il n'y a pas de raison. Allez, va bosser. Oui, j'y vais. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Bonjour et bienvenue dans la séquence du Dr Grimm. Eh bien, ce mois-ci, et comme prévu, je vais reprendre la deuxième partie du sujet des suspensions, qui est un sujet qui est assez complexe, et donc il était prévu qu'on le fasse en 2 parties. Alors la première partie, le mois passé, était une partie, je vais dire un petit peu les suspensions pour les nuls, à savoir que j'ai essayé de tout simplement, enfin le plus simplement possible, expliquer comment fonctionne une suspension. Dans cet épisode-ci, eh bien, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin au niveau technique. Et je vais aussi faire une partie plutôt pour tout ce qui est pistard, pour tout ce qui est racing, enfin je vais dire une partie un peu plus technique pour tous ceux qui utilisent leur moto sur circuit. Donc comme je vous l'expliquais dans l'émission précédente, en fait de manière assez globale, un amortisseur ou une fourche, ça fonctionne avec une réserve d'huile et 2 conduits, un compression, un détente, et en fait ça n'arrête pas de fonctionner l'un dans l'autre, à savoir que à chaque fois que l'amortisseur ou la fourche se compresse, eh bien l'huile passe dans le conduit de compression, et quand elle se détend, eh bien le liquide repart par le conduit de la détente. Alors ça peut paraître très simple et très basique, et en fait ça ne l'est pas. Une fourche ou un amortisseur sont quand même des éléments très complexes avec beaucoup de composants internes. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater sur ici le visuel, vous voyez que l'intérieur d'une fourche ou d'un amortisseur est assez complexe. On parle de pistons, on parle de conduits, on parle de joints, dans certains cas on parle de gaz, vous verrez que c'est vraiment extrêmement complexe. Bon, au niveau de la composition d'un amortisseur, je vous avais aussi parlé des différents réglages que sont la précharge, que sont la compression ou la détente. Alors il faut savoir que les constructeurs prennent du temps pour bien évidemment faire évoluer ces suspensions. Et donc quand vous vous attaquez au réglage que vous expliquez le mois passé, eh bien il faut évidemment bien localiser où est le réglage de précharge, où est le réglage de compression et où est le réglage de détente. Alors c'est très aléatoire, à savoir que ces dernières années, on voit des évolutions majeures. Avant, de manière classique, la compression était toujours en bas, la détente en haut sur une fourche et la précharge au-dessus. Et on a vu ces dernières années une évolution des produits qui fait que aujourd'hui vous avez parfois sur chaque canon, vous avez la compression et la détente qui sont au-dessus avec la précharge du ressort en bas. Vous avez parfois, c'est plus rare mais ça existe, parfois un seul canon de fourche qui est juste dédié à la compression et l'autre à la détente. Et donc de toute façon normalement c'est toujours marqué, il est marqué comp pour compression. Par contre pour la détente, en anglais c'est rebound, donc en général on retrouve le signe REB. Et donc faites bien la différence, localisez bien où est la compression, la détente et le réglage de précharge avant de vous attaquer au réglage de vos suspensions. Alors malgré tout, comme je vous l'expliquais aussi le mois passé, c'est que les constructeurs mettent des suspensions sur les motos, mais évidemment ils font des choix pour que la suspension soit la plus polyvalente possible, que vous puissiez l'utiliser. Mais le constructeur ne sait pas toujours quelle est l'utilisation précise
Et certaines motos sont reconnues pour avoir des faiblesses, avoir un ressort un peu trop souple à l'avant ou à l'arrière. Enfin, il y a des motos qui sont réputées trop souples et en fait ce sont des choix qui ont été faits pour donner la moto la plus confortable possible. Malheureusement, dans certains cas, eh bien, le ressort ne vous convient pas et il n'est pas rare de voir quelqu'un qui change ses ressorts de fourche. C'est plus rare pour l'amortisseur, mais il faut savoir que c'est faisable et donc c'est une manière qui est tout à fait envisageable de modifier les suspensions si l'origine ne convient pas, c'est de changer les ressorts et éventuellement les settings d'hydraulique. Alors évidemment, pour ce faire, il faut faire appel à des professionnels, à des spécialistes de la suspension et c'est vrai qu'ils sont relativement rares. Alors si de nombreux concessionnaires ou garages ont les compétences pour pouvoir travailler sur une fourche, parce qu'une fourche est relativement facile, par contre pour l'amortisseur c'est plus compliqué. Donc ce que je vous conseille quand vous faites appel à un professionnel, vérifiez quand même les compétences parce que voilà, peu de gens sont vraiment capables de faire l'entretien correctement de la fourche et de l'amortisseur. Et donc, par exemple, Kingmeka, pour tout ce qui est Wallonie, région bruxelloise, eh bien, est une entreprise réputée pour faire toute marque et pour pouvoir modifier vos suspensions, faire l'entretien ou même éventuellement acheter une suspension si vous désirez carrément changer pour quelque chose de plus qualitatif. Alors, un point que je voudrais aborder, qui est un point sensible, c'est le point de l'entretien des suspensions. Alors moi qui suis motard depuis de très très nombreuses années, alors oui, l'entretien des suspensions est quelque chose de relativement régulier pour moi qui suis un pistard, mais c'est vrai que peu de gens estiment qu'ils doivent faire l'entretien de leur suspension et c'est une grave erreur. Les suspensions d'une moto de route, inévitablement, fonctionnent de moins en moins bien avec le temps. Il faut considérer que dans vos suspensions, vous avez de l'huile et même parfois du gaz. Et en fait, ce mélange d'huile et d'air ou de gaz n'arrête pas de se mélanger, de passer dans la suspension et comme toute huile qui circule et qui travaille, eh bien forcément elle finit par se dégrader. Alors il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que même si vous avez des joints O-ring partout et qu'on peut estimer qu'un amortisseur ou une suspension ou une fourche sont étanches, en fait ce n'est pas le cas. Il y a bien évidemment des microparticules qui rentrent, qui viennent se déposer sur les canons de fourche ou sur la tige et à force de fonctionner, si jamais vous roulez, que ce soit sur le sec ou plutôt sur le mouillé, parce que là évidemment ça met encore plus de crasse, mais il faut savoir qu'il y a des microparticules qui rentrent dans votre fourche ou dans votre amortisseur. Ces microparticules finissent par s'accumuler, viennent et se déposent dans le fond, se mélangent au liquide. Alors évidemment, si vous voulez, on ne se rend pas compte de la diminution de la qualité d'amortissement parce que c'est un phénomène qui est très évolutif et qui met des années, mais en fait, clairement, on peut constater une différence de qualité d'amortissement sur le temps et il faut entretenir ces suspensions, que ce soit sur la route, sur la piste, et alors ceux qui font en plus du motocross ou autre chose le savent mieux que personne, l'entretien des suspensions est quelque chose d'inévitable et de tout à fait nécessaire. Alors, certains vont dire, oui, mais moi, on m'en a jamais parlé, mon garagiste ne me le propose pas. Alors, c'est vrai que ça paraît incroyable. Moi-même, je suis souvent étonné du fait que quand on parle de gros entretiens, de petits entretiens, de autant de milliers de kilomètres, eh bien, on ne parle jamais de « ah oui, on a fait les suspensions ». Eh bien, une fois de plus, j'en reviens au fait que malheureusement, autant ces gens ont des compétences pour tout ce qui est moteur et ceci, autant pour les suspensions, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat et en général, ils préfèrent pas y toucher et c'est pas trop intégré dans le processus d'entretien. Bon, maintenant, moi j'ai pris contact avec des professionnels, je me suis pas mal renseigné. En général, on conseille de faire l'entretien d'une suspension pour une moto de route aux alentours des 20 à 30 000 km. Bon, ça me paraît évidemment un peu excessif parce que faire l'entretien de ces suspensions chaque année, c'est compliqué, c'est aussi relativement cher et je dirais plutôt qu'il faut y penser plutôt toutes les 2 à 3 saisons en fonction du nombre de kilomètres que vous faites par an. Maintenant, si vous faites réellement 20 à 30 000 km par an, eh bien clairement, vous devez faire l'entretien de vos suspensions chaque année. Donc pour clôturer ce chapitre suspension route, utilisation normale, eh bien écoutez tout simplement, je vous invite à essayer d'un petit peu améliorer votre technique en suspension, utilisez mes conseils, n'hésitez pas à faire un petit clic ou l'autre, faites des tests et si nécessaire, et surtout n'oubliez pas, faites l'entretien de vos suspensions. Maintenant je vais passer à la version piste et donc me voilà parti pour me changer. Alors les amis pistards, eh bien
vous me connaissez bien pour mettre au point pas mal de machines. Et donc, je vais essayer de vous expliquer, enfin de vous donner un petit peu les bases, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Je vois beaucoup d'aberrations, je vois beaucoup de choses qui sont anormales dans le paddock et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressé aux suspensions, et c'est une anecdote que je vais qualifier d'assez drôle, parce que en fait, moi-même, j'ai voulu m'intéresser très vite aux suspensions. J'ai suivi tous les stages de Steven Kazar qui a écrit les fameux livres « Le chrono ne ment pas », parce qu'à l'époque, j'étais chef d'entreprise, je n'avais pas le temps de m'entraîner, je n'avais pas le temps de faire du sport, mais je voulais rouler plus vite. Et donc, je me suis dit, la seule manière de pouvoir rouler plus vite sans faire de sport, eh bien, ça va être d'améliorer le comportement de ma moto. Et de là est parti tout mon intérêt pour les suspensions et la compréhension du système dans sa globalité. Alors en fait, quand je m'occupe d'une moto, la première chose à laquelle je m'intéresse, c'est la course morte. Alors la course morte, c'est quoi, me diront certains? Eh bien, c'est relativement simple. C'est quand vous avez votre moto qui est posée sur ses béquilles, ou qui est tout simplement toute droite, eh bien en fait, le poids de la moto appuie sur les suspensions, et vous avez donc un phénomène de descente de la moto sur les suspensions qui compresse légèrement les ressorts. Alors en fait, la course morte, c'est très simple, c'est que si vous prenez le frein et que vous tirez sur le guidon, eh bien en fait vous allez pouvoir détendre la fourche. Pour l'arrière, en fait ce qu'il faut faire, c'est vous appuyer sur l'arrière, et puis une fois que vous avez bien appuyé sur l'arrière, vous reprenez par en dessous, vous tirez, et là il doit y avoir un espace. Donc la course morte idéale pour une fourche de moto de piste se situe entre 2 et 3 cm, et il faut compter entre 1 et 2 cm pour l'arrière d'une moto. Alors moi je vous conseille d'utiliser tout simplement 1 mètre pour calculer, et au niveau de la fourche, si vous voulez tout simplement voir quelle est la course morte, eh bien normalement vous avez tous un colson sur la tige de fourche, et donc vous le mettez au plus haut, avec un ami vous soulevez la fourche, et au moment où vous soulevez, vous vous rendrez compte qu'en fait la fourche se détend de 2 à 3 cm, ce qui est en fait la course morte idéale comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, pour pouvoir modifier la course morte, vous devez en fait régler la précharge. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que je vois beaucoup de gens utiliser la précharge pour tout et n'importe quoi. Beaucoup de gens en fait, par peur d'utiliser l'hydraulique, se mettent à toucher à la précharge. Alors là, je voudrais être très clair. En fait, la manière dont vous devez procéder pour tomber sur la bonne course morte, c'est de jouer sur la précharge du ressort. Alors, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de course morte et que vous avez moins de 2 cm de course morte, ça veut dire que vous devez dévisser et enlever de la précharge du ressort pour tout simplement un petit peu le décompresser. C'est la même chose pour l'arrière. Et au contraire, si vous avez une course morte qui est trop élevée, donc au-delà des 3 cm, vous devez charger et compresser le ressort pour en fait tout simplement le raccourcir. Maintenant, une fois que vous avez les bonnes courses mortes, théoriquement, vous ne devez plus toucher à la précharge du ressort, et ça c'est hyper important. Je vois trop de gens qui, pour un oui, pour un non, ah j'ai des problèmes, je comprends pas bien la moto, ah je rajoute un peu de précharge, j'enlève un peu de précharge. C'est pas le bon réflexe. En fait, n'oubliez pas que pour régler une moto, l'idéal c'est d'utiliser tout simplement l'hydraulique par la compression et la détente. Donc, une fois que vous avez adapté votre moto pour avoir la bonne course morte à l'arrière et la bonne course morte à l'avant, théoriquement, vous ne devez plus toucher à la précharge. Vous pouvez effectivement et éventuellement utiliser la précharge juste pour faire des transferts d'assiettes ou des tests d'assiettes. Ça veut dire que si vous trouvez que la moto est peut-être un petit peu trop en arrière, eh bien, si vous rajoutez de la précharge à l'arrière, vous allez légèrement monter l'arrière. Si c'est concluant, en fait, il ne faut pas garder le réglage tel qu'il est, il faut revenir en arrière pour enlever la précharge. Par contre, il faut modifier l'assiette de la moto, ou bien vous descendez la moto sur les canons de fourche, ou bien, si vous avez la possibilité, sur les amortisseurs racing, ça existe bien évidemment, vous avez la possibilité d'allonger l'amortisseur, et là vous le rallongez. Donc en fait, vous faites des tests d'assiette avec la précharge, mais vous la rétablissez toujours pour avoir la bonne course morte. Si vous avez des problèmes d'assiette, vous rectifiez tout simplement de manière mécanique avec l'amortisseur ou la fourche. Alors certains me diront évidemment, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a un problème d'assiette? Eh bien ça, c'est évidemment quelque chose de compliqué et en même temps de relativement simple. Bon, il y a vraiment
bon, des personnes qui ont de l'acquisition de données, tout ça, peuvent relativement facilement estimer les problèmes d'assiette. Il y a aussi la possibilité de peser la moto. Ça veut dire tout simplement la déposer sur 2 balances et voir combien de pourcents vous avez, combien de kilos d'un côté et de l'autre. Bon, ça c'est la partie vraiment hyper technique qui est vraiment difficile à appliquer. Moi j'ai un truc relativement simple, c'est qu'en fait je me fie aux pneus avant. Tout simplement. En fait, si vous faites la bonne course morte, vous roulez avec la moto, vous faites 2-3 sessions, 2-3 runs, et si vous vous rendez compte qu'en fait vous avez encore plus d'1 centimètre de pneus non utilisés sur les flancs à l'avant, eh bien en fait c'est que la moto est un peu trop en arrière. Si vous, à ce moment-là, si vous allongez l'amortisseur, si vous en avez la possibilité, ou si vous descendez les canons pour que la moto soit plus en avant, vous allez constater que dans les sessions qui suivent, en fait, le niveau d'usure sur les bords va augmenter. Quand une moto est parfaitement réglée, en fait, on arrive très très proche du bord du pneu. Mais, évidemment, en fonction du type de pilotage, ça change d'un pilote à un autre. À savoir que, pour un vrai bon pilote, eh bien, il va rester sur les freins très longtemps. L'angle de chasse va fermer et va faire plonger la moto, et donc quand il va arriver dans le virage, eh bien évidemment le bord du pneu va s'accentuer et vous allez accentuer l'angle que vous mettez sur le pneu. Donc il faut rester relativement prudent et être attentif au niveau d'usure latérale de votre pneu avant. C'est en général à ça que je me fie pour savoir si une moto est trop en avant ou trop en arrière. Donc là, je viens d'essayer de vous donner une base de réflexion par rapport à l'assiette et par rapport à tout ce qui est précharge et course morte. Maintenant, il est temps d'aborder la partie hydraulique. Alors déjà, il faut bien différencier les personnes qui roulent avec des suspensions d'origine et les gens qui roulent avec des suspensions de type racing. Il y a beaucoup de marques, mais enfin, ce sont des composants qui sont évidemment étudiés pour une utilisation en compétition, par exemple. Alors en fait, la grosse différence, c'est qu'une suspension d'origine est souvent déjà trop souple au niveau des ressorts, à savoir que la contrainte qu'on met sur une moto quand on roule en piste est bien supérieure que ce qu'on met sur la route. Alors sur piste, on freine beaucoup plus fort, on accélère beaucoup plus fort, et donc en général, de manière normale, les suspensions d'une moto d'origine sont trop souples. De plus, les matériaux utilisés pour construire ces éléments sont des matériaux qui sont bien moins coûteux, des matériaux moins nobles que les suspensions racing, et c'est pour une raison relativement simple, c'est par rapport à la dilatation. En fait, les suspensions, quand elles travaillent beaucoup, ce qui est le cas en piste évidemment, eh bien elles chauffent. Et qui dit chauffe, dit dilatation. Et donc vous avez un phénomène de dilatation globale de tout l'amortisseur ou de toute la fourche qui chauffe. Et donc cette dilatation, quand vous avez un matériau un peu moins noble, de l'aluminium classique ou quoi que ce soit, eh bien, il se dilate et donc vous arrivez à un système où en fait le réservoir d'huile s'agrandit légèrement et vous avez du pompage parce que ça chauffe. Alors que avec les alliages utilisés pour les suspensions racing, eh bien en fait vous avez toujours la même quantité d'huile, il y a très peu de dilatation et donc vous avez une constance de fonctionnement qui est bien meilleure, raison pour laquelle la majorité des pistards optent pour des suspensions de type racing. Alors par rapport au réglage de l'hydraulique, évidemment, comme je vous l'avais dit dans l'émission précédente, l'idéal c'est comme sur la route, enfin c'est comme partout, prenez d'abord une base, ça veut dire la base existante, vous prenez le réglage, vous allez jusqu'à fond pour fermer, vous voyez combien vous avez, vous redévissez de la même quantité et donc là vous pouvez calculer quelle est la base. Alors évidemment, sur les suspensions d'origine, quand je dois les régler, souvent j'arrive à des réglages que je vais qualifier extrêmes, à savoir que par exemple, il est assez régulier que pour une moto de piste, pour un amortisseur arrière d'origine, eh bien j'arrive à des valeurs du style vis à fond, moins 1. Donc moins un clic ou moins un demi-tour. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai quasiment fermé à fond, ce qui ne pose pas vraiment de problème parce que malgré que ce soit fermé à fond, il y a toujours de l'huile qui continue à circuler, mais de manière évidente, en fait, on est sur des réglages, en fait, on est tout simplement en train d'utiliser un élément de suspension qui travaille, mais qui n'est pas prévu pour ce genre d'utilisation. Alors, c'est vrai que si vous avez un niveau de pilotage débutant ou amateur, c'est vrai que la question peut se poser de oui, est-ce que j'achète des suspensions ou pas? Je pense qu'il y a déjà moyen de rouler et se faire déjà bien plaisir avant d'aller au bout de ces suspensions, mais pour toute personne qui commence à avoir un vrai niveau de pilotage, je pense qu'objectivement, ou bien vous faites transformer vos suspensions, ce qui est tout à fait imaginable, avec un changement de ressort et un changement interne d'hydraulique pour améliorer l'hydraulique. Donc
c'est une transformation de votre amortisseur qui est envisageable, mais qui va coûter un certain prix et vous allez quand même arriver à des limites assez rapidement. Donc je pense que pour ceux qui continuent vraiment la piste et qui ont un niveau qui augmente sans cesse, l'idéal c'est quand même de remplacer et mettre des éléments de type racing. Alors en général, quand je me penche sur l'hydraulique d'une moto, eh bien en fait c'est relativement simple, c'est que sur une suspension racing, en fait je vise relativement au milieu. Si vous avez 24 clics, eh bien j'en mets 12 pour commencer, et puis je teste, je vois. Il est évident que dans la manière dont vous devez régler vos suspensions, et ça je ne sais pas vous donner d'indication, à savoir que chaque moto est différente, c'est qu'il faut évidemment que la suspension travaille sur toute sa longueur, et donc quand vous avez un colson sur le canon de fourche, eh bien, quand vous utilisez votre moto de manière normale et que vous revenez après une session, normalement, ce colson doit être le plus bas possible, près du bas de fourche, pour vraiment considérer que vous utilisez la suspension sur toute sa longueur. Maintenant, il est possible que vous l'utilisiez sur toute sa longueur et qu'elle soit trop souple. Donc, une fois de plus, il faut être un peu couillu. Et en fait, vous ne devez pas hésiter à faire des tests. Ça veut dire que pour la compression, si vous voyez que vous arrivez au fond, en fait, peut-être que votre moto est trop souple, mais vous ne vous en rendez pas compte. La seule manière de le savoir, c'est tout simplement, eh bien, rajouter un clic en compression pour fermer la compression et donc pour ralentir. Si vous faites une session et que vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même niveau et que vous n'avez pas perdu en confort, si votre chrono est toujours bon, vous allez même sans doute normalement vers une amélioration. Alors, en fait, tant que vous ne voyez pas que le colson remonte, en fait, ça veut dire que vous n'avez toujours pas mis suffisamment de compression. Donc, vous faites des tests, vous rajoutez des clics, vous durcissez, enfin, vous freinez de plus en plus jusqu'au moment où, en fait, le colson va se retrouver un peu plus haut. À partir du moment où il est un peu plus haut, c'est que vous avez peut-être fait un clic ou deux en trop et vous pouvez revenir en arrière. Et là, vous arriverez sans doute au meilleur compromis et vous aurez, entre guillemets, aussi compris ce que c'est d'avoir peut-être une fourche légèrement trop dure puisqu'elle ne va plus tout à fait en butée d'amortisseur. Alors au niveau de la détente, j'ai un principe de base qui m'a été expliqué de nombreuses fois par des pilotes. Eh bien, c'est qu'en général, la vitesse de plongée, donc ça c'est la compression, vous devez avoir toujours une vitesse de remontée légèrement supérieure à la vitesse de plongée. Ça veut dire que si vous avez par exemple 24 clics en compression et que le bon réglage est par exemple vis à fond moins 10 clics, eh bien ça veut dire que vous devez avoir une vitesse de remontée légèrement supérieure, donc vous devez faire vis à fond moins 12 clics, donc ça veut dire que vous l'avez ouvert un peu plus. Alors ça c'est la théorie, le mieux c'est en pratique, c'est tout simplement de mettre les réglages, de considérer qu'en fait quand vous appuyez, vous freinez et que vous appuyez sur la fourche, eh bien au moment où elle remonte, elle doit toujours remonter légèrement plus vite qu'elle plonge, pour une raison très simple, c'est qu'au moment où vous réaccélérez, si vous réaccélérez de manière rapide, eh bien la fourche doit pouvoir se détendre pour que la roue reste au sol. J'ai une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, qui est assez importante, qui a tout simplement mis sa moto chez l'un ou chez l'autre, un spécialiste, et qui me dit « oui, je lui ai donné mon poids, il a mis les suspensions et donc elle est réglée ». Donc il faut arrêter de se dire que juste parce qu'on a donné son poids et qu'on a mis la moto chez quelqu'un, que le réglage est fait et qu'il ne faut plus y toucher. Il faut adapter, et parfois ça m'est déjà arrivé aussi, de partir avec un ressort qui m'avait été conseillé par rapport à mon poids, et puis parfois devoir changer le ressort, devoir mettre un ressort plus dur ou parfois plus souple, parce que tout simplement je voyais bien que l'amortisseur ne travaillait pas sur toute sa longueur, ou bien était tout le temps embuté, ce qui nécessitait de changer le ressort. Bon, vous l'aurez compris, j'ai essayé de vous aider au maximum, je vous ai donné un maximum de trucs. Les suspensions, ça reste quelque chose de délicat, il faut jouer, et plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir performer et apprendre à gérer vos suspensions, à les adapter en fonction du circuit, en fonction des conditions météo et ce genre de choses. Tout est une question de compromis, le réglage idéal n'existe pas parce que si vous modifiez l'avant, ça va avoir une influence sur l'arrière et vice versa. Donc voilà, je vous invite à être, comme je le disais tout à l'heure, couillu et n'hésitez pas à faire des clics, c'est vraiment la seule solution pour que vous puissiez apprendre à utiliser vos suspensions. Eh bien écoutez, voilà, c'est ici que se ferme le volet suspension, j'espère que vous avez
compris la majorité de ce que j'ai essayé de vous expliquer. Bien évidemment, je vous invite à vous documenter si vous vous y intéressez. Je parlais tout à l'heure de ce fameux livre qui est Le chrono ne ment pas de Stephen Kazar. Entre autres, vous avez pas mal de bouquins là-dessus ou même de tutos. Donc documentez-vous un maximum à ce sujet. Eh bien, pour le mois prochain, j'ai décidé d'attaquer un sujet tout autre, à savoir les freins. Ça fera l'objet de la prochaine émission et donc je me fais une joie de vous retrouver le mois prochain. D'ici là, gaffe sur la route. Alors, le mois dernier, nous avions lancé un concours avec Pirelli, avec mon ami Luigi Amore, directeur commercial du département Moto Pirelli Benelux. Et ce concours vous permettait de gagner un train de pneus au choix. Il y avait 2 questions. La première concernait le pneu Angel GT2. On demandait combien de montes différentes pour le pneu arrière étaient disponibles sur le site Pirelli. La réponse était 10. La deuxième question était de savoir combien de réponses nous allions recevoir par mail à ce concours. On a eu 421 réponses. J'ai le plaisir d'annoncer que c'est Régis Halleux qui a gagné ce train de pneus. Régis, on va se mettre en contact avec toi le plus vite possible, d'abord par mail, et puis nous prendrons rendez-vous pour te donner ce train de pneus auquel tu as droit évidemment, mais je ne sais pas exactement quand nous allons pouvoir organiser ce rendez-vous, en tout cas au plus vite. Merci à tous d'avoir participé. Je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour un concours assez incroyable, mais je ne vous en dis pas plus. Bon, vous le savez sans doute, ou pas, mais j'ai commencé à rouler en moto en 1973, oui, je sais. J'ai donc baigné dans une époque fantastique, avec des motos qui l'étaient tout autant, et des machines qui ont baigné mes nuits d'adolescent. C'est une époque dont j'ai un peu du mal à me remettre, et comme un peu tous ceux qui l'ont connue évidemment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de retrouver ces motos qui nous ont fait rêver à l'époque et de refaire des galops d'essai avec ces motos maintenant. Je vous propose donc de découvrir une nouvelle rubrique qui est destinée aux bécanes de légende et on ouvre le bal avec la Kawasaki 1000 Godier-Genou. Ouh. Bon, ben les gars, je vais aller dire bonjour à un vieux pote et je crois que je vais vous faire découvrir un endroit assez sympa. Venez avec moi, on y va. Salut Claude. Salut Thierry, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Merci de me recevoir. Bah écoute, quoi de neuf, tout va bien. Voilà les premiers jours de cette période un peu compliquée qui démarre, mais quel endroit incroyable. Quel bureau, dis donc. C'est un véritable plaisir de me recevoir ici. Merci, écoute, c'est vraiment génial. On va faire découvrir cet univers aux spectateurs, mais comment c'est possible d'accumuler tout ça, quoi? Oh ben c'est au jour le jour, hein, Thierry, c'est vraiment... je reçois des choses d'amis, je chine, je cherche. D'accord. Je suis assez passionné de tout ce qui est mécanique. Et que ça soit voiture, bateau, moto, c'est réellement... Enfin, je pense que ça se voit. Oui. C'est ma passion. Oui, ben oui. Oui, c'est vraiment hallucinant parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a de la vieille enseigne, il y a de la photo de légendes, de vieux pilotes de Formule 1, il y a des bateaux, des bateaux incroyables, il y a du ski. Enfin, voilà, tout ce qui bouge et qui va vite est, à mon avis, ton univers. Totalement. Et tu en as fait quand même une partie de ton activité, je crois. C'est mon activité, oui. En fait, je m'occupe d'un stockage de voitures de collection. D'accord. Et donc, en fait, ça s'appelle SM Storage. D'accord. Et en fait, je m'occupe d'un petit 200 voitures de clients particuliers. D'accord.
Qui mettent quoi? Alors ça fonctionne comment? Ils mettent leur voiture, leur véhicule de collection, ils mettent ça l'année chez toi, et quand ils en ont besoin, ils te donnent un petit coup de fil. C'est mieux que ça. En fait, ils ont la possibilité de reprendre leur véhicule quand ils veulent, 24 heures sur 24. Je m'occupe simplement de le garder en état pour leur utilisation. Okay. Donc en fait, c'était un peu un coffre-fort avec un service de conciergerie. Ouais. Et c'est le but de cet endroit. Voilà. Et donc ici, on est dans mon bureau, qui est vraiment mon univers et qui n'a rien à voir avec le coffre-fort en question. Oui, bah oui, j'imagine. Parce que ça, bon, c'est totalement privé, c'est totalement fermé, hein, on est bien d'accord, et on comprend évidemment pourquoi, y compris l'endroit où nous sommes. Hein, voilà, ça ne regarde personne, que les clients qui sont chez toi, évidemment. Mais ça nous permet quand même de profiter de choses incroyables, parce que, bon, ben, y a de tout. On va faire un peu le tour de ton bureau. Hein, en général, on ne fait pas ce genre de choses. Fais-moi faire le tour de mon bureau. Ben, moi, c'est très vite fait, je te signe. Il fait 3 sur 3 mon bureau, mais tiens, c'est autre chose. Allez, viens, on va jeter un coup d'œil. Tout à fait. Bon, ben, je te fais visiter alors. Et oui, donc en fait, voilà, il y a de tout. Il y a de la petite voiture, des vannes plus récents, une petite voiture, ça c'est la voiture de Tintin. Mais tu as une Godier genou. Oui, j'ai une Godier genou. Il faut que je te montre la moto avec laquelle je suis venu. Tu ne vas pas en croire tes yeux. D'accord. Oui, donc écoute, tu vas vraiment être étonné parce que c'est incroyable de trouver la Godier genou ici parce que regarde, voilà avec quoi je suis venu. Et en fait, bon voilà, c'est la nouvelle Kawasaki 900 RS. On est évidemment une moto du 3e millénaire. Hein. On est avec une augmentation de puissance, mais pas tellement en fait. On était à 85 chevaux avec la 1000, on est à 950 cm3 ici, on est à 111 chevaux. Mais évidemment, avec toute la technologie actuelle, il y a de l'ABS, il y a des antipatinages, voilà. Mais par contre, on a une filiation assez extraordinaire avec les couleurs. Alors, bah, écoute, on va les mettre toutes les deux à côté, parce que ça, je crois que ça va vraiment être un truc sympa. Exactement. Mais ça, c'est incroyable, ça. Eh ben oui, eh ben oui. Mais dis-moi, bah, écoute, raconte-moi, elle est superbe. Raconte-moi un peu l'histoire de cette moto. Ben, c'est une moto que j'ai acquis en France, à Noirmoutier. Sur l'île de Noirmoutier? Oui. D'accord. Et en fait, je l'ai acheté par Internet. Sans la voir, enfin en réel quoi. Sans la voir en réel. J'ai reçu des photos, des films, des choses comme ça, et je me suis dit, c'était un de mes rêves d'enfant. C'était une moto que j'avais vue à l'époque au Bol d'Or. Ouais. Et donc, j'en rêvais. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, je la prends, je l'achète. Et on me l'a livrée un jour dans un beau camion. Et on me l'a amenée ici. Ça a été... c'est la seule fois que j'ai acheté quelque chose comme ça. Ben oui. Et finalement, elle est mieux qu'on ne croit. Je l'ai fait repeindre parce qu'elle était un peu abîmée. Et voilà, elle est complète. Elle a quelques petits défauts et pièces non d'origine. Encore à changer, dont le pot d'échappement qui n'est pas un Deville, qui est un Martin et qui aurait dû être un Deville. Mais voilà, en dehors de ça, c'est une très jolie moto. Écoute, le hasard fait bien les choses parce que tu as vu la Z900 RS avec laquelle je suis arrivé. Oui. Et en fait, je voulais te parler en fait, des couleurs de cette moto pour en fait t'évoquer l'histoire Godier genou. Et puis voilà, le hasard fait bien les choses. J'ai ici un vieux recueil. C'était en fait un magazine qui s'appelait La Bécane. Et c'était un truc qui se collectionnait à l'époque. Je l'ai gardé précieusement jusqu'à aujourd'hui. Il a survécu à plein de déménagements. Mais en fait, voilà ta moto. Elle est là. Et donc, en fait, toi, donc ceci, c'est une Kawasaki ou c'est une Godier genou? C'est une Kawasaki. D'accord. Ceci, c'est une Kawasaki parce qu'en fait, c'est les toutes premières. Oui. Après, l'année suivante, en fait, Godier genou faisait leur propre moto avec une CG Godier genou. Ah, ok. Et donc, une immatriculation Godier genou. Et le nom Kawasaki a disparu. Je pense avoir entendu que c'était dû à un problème avec Kawasaki. Parce que Kawasaki n'a pas voulu
continuer Ah oui, je comprends, avec ouais. eux. Et donc en fait, tu as une carte grise de quoi toi alors? Kawasaki. D'accord. Mais qui est certifiée par Godier Genoux? Exactement, Ah, j'ai un d'accord. certificat Oui. de chez Godier, de monsieur Alain Genoux, qui nous a fourni un certificat. Et en fait, la moto est certifiée comme venant bien de chez eux. Ah oui, génial. Voilà. Génial. Donc elle a son certificat de naissance en fait. Exactement. Et alors, tu exactement. vois, ici, on l'a décrit un petit peu. Donc, en fait, on est avec 83 chevaux annoncés. En général, on parlait un peu plus de puissance, mais là, bon, écoute, c'est ce que je lis dans le bouquin. On est sur 1015 cm3. Je ne sais pas si celle-ci est en 1100 ou en 1000. C'est une mille. C'est une 1000, d'accord. Ceci est une 1000. Alors bon, malgré l'ajout de toute cette carrosserie en polyester et de l'allègement qu'on peut espérer d'une moto de course, on est quand même à 250 kg. Tout à Donc, fait. Et on les sent bien. C'est un sacré bestiau. Alors, bon, il faut aussi voir la position, par exemple, la position des bracelets, cette position très fermée qu'on n'emploie plus du tout. C'est terrible. Invraisemblable, cette position. Attends, je vais enlever ça. C'est vraiment, mais c'est terrible ça. Incompréhensible. Comment on a pu construire des choses pareilles? C'est certifié pourtant. Et pourtant, c'est écrit là, Godier Genoux, quoi. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une très jolie moto, effectivement, et qui, en fait, nous fait plonger dans le passé, dans le milieu des années 70, hein, où Godier Genoux était l'équipe d'endurance qui était au top. Ils étaient d'ailleurs champions d'Europe. Et en fait, ils ont mené une carrière brève, mais brillante. Et en 75, ils ont décidé, alors qu'ils étaient champions d'Europe, ils avaient tout gagné, y compris le bol d'or, ils se sont arrêtés. Oui. Et ils se sont arrêtés pour se consacrer uniquement à la production de motos pour leurs clients. Et ils ont continué pendant quelques années pour créer ces motos de légende, parce qu'une Godier Genoux, c'est une moto de légende. C'est une moto de légende, oui. Alors, tu me connais un petit peu, ça va être compliqué, mais je peux l'essayer? Oui, bien entendu. Non. Si, bien entendu. Ça va être chouette. Allez, on y va. Ok. Ça, c'est bon, ça. Nous sommes au milieu des années 70 et effectivement, à cette époque, la proposition de toutes les marques en termes de grosses cylindrées ne fait qu'augmenter, mais peu de motos laissent en tout cas l'impression de piloter une vraie machine d'usine, une vraie machine de compétition, comme cette Godier Genoux évidemment. Alors c'est une moto qui à l'époque est une grand tourisme par excellence, même si l'expression depuis est un peu galvaudée, le grand tourisme c'est plus vraiment ça de nos jours, mais à l'époque ça l'est. Bon, les Godier Genoux à l'époque étaient des motos rares et chères, parce qu'en fait elles étaient faites à la carte, elles étaient faites selon les désirs du client. On peut évidemment pas rester insensible à la qualité d'une machine qui est de manière indiscutablement réussie. Tout est pensé, testé, l'ensemble des modifications apportées à partir du modèle de base ont leur raison d'être, que ça soit le bras oscillant renforcé, que ce soit les commandes reculées, tout ça est de belle facture évidemment et donne à cette moto un caractère de compétition qu'aucune autre ne pouvait avoir à l'époque. Bon, imposante a priori, on peut se dire que c'est une moto entre guillemets de course et qui doit l'être un peu moins sur la route. Bon, je vous assure que c'est quand même les 250 kg de la moto, on les sent bien. Évidemment, on est planté sur des pneus de plus petite dimension, donc en fait beaucoup moins larges que les pneus avec lesquels nous avons l'habitude de rouler maintenant. Cette moto en fait est assez vive, mais elle est aussi assez lourde avec un centre de gravité que je trouve assez haut placé. Alors, bon, sur la route, évidemment, c'est aussi une autre chose à se mettre en tête, c'est qu'on est sur des moteurs d'un autre temps, même si à l'époque, c'était vraiment des machines performantes. On est ici avec environ 85 chevaux. Le moteur est souple, le moteur permet de rouler vraiment paisiblement entre 3 et 4 000 tours. Mais si on accélère à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Il faut être au-dessus de 5000 tours pour que cela commence vraiment à s'exprimer et à avoir un comportement un peu plus sympa. Maintenant, on est évidemment habitué maintenant à avoir des motos beaucoup plus puissantes qui accélèrent beaucoup plus fort. Mais à l'époque, je vous assure que c'était quelque chose d'impressionnant. Une Kawami, c'était quand même quelque chose qui envoyait du lourd pour l'époque. Waouh! Retour vers le futur. Pas vraiment, mais en tout cas, quelle expérience incroyable. C'est lourd, mais c'est lourd. Et en fait,
on se dit qu'à l'époque c'était une machine ultra sportive, que c'était quelque chose qui faisait rêver pratiquement tous les motards. Alors après quelques minutes on se prend au jeu en fait, parce que c'est assez sympa. Une fois qu'on roule, une fois qu'on est au-dessus de 5000 tours, ça commence à s'exprimer un petit peu. Par contre, pour les demi-tours sur des petites routes comme ça, j'aime autant de vous dire que ça c'est pas de la tarte. Mais en tout cas, quelle expérience incroyable. J'ai roulé sur une Godier genou. Encore une Kawa. Et oui, et oui, on aime ça. Ouais. La Z1000, écoute, qui est finalement la base de l'autre, mais un peu plus agréable à conduire à mon avis. Tellement plus agréable. Ouais. Coupleuse, agréable à souhait, elle freine, elle roule bien. Non, c'est relativement léger à utiliser par rapport à l'autre. Ouais. Claude, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment qui ne te connaissent pas, tu es aussi l'organisateur du Bruxelles Moto Rétro, manifestation qui a eu lieu à 2 reprises. Exact. Et qui n'a pas eu lieu l'an dernier parce qu'en fait tu étais en pleine réflexion sur peut-être un autre endroit, une autre formule. Tout à fait. Par rapport peut-être à la proximité de la ville et au coût de certaines locations. Ouais. T'en es où? Mais pour l'instant, je suis toujours dans ma réflexion. D'accord. Alors, c'est en discussion, on cherche un endroit toujours. J'ai pas encore trouvé l'endroit qui me plaisait. D'accord. Pour être honnête, je voudrais être plutôt sud de la Belgique. Oui. Mais je dirais quand même situé entre Wavre et Bruxelles. Mais Oui, une position comme relativement centrale Voilà. pour permettre à tout le monde d'y accéder facilement. Ouais, exactement. d'accord. Ben, écoute, en fait, on pourrait peut-être en reparler, mais moi j'aimerais aussi trouver un endroit où peut-être les téléspectateurs de Carter et Piston pourraient une fois se voir autrement que de façon virtuelle. Tout Et à donc, on va peut-être un peu creuser la chose. Tout à fait. Ça pourrait être Je te sympa. propose d'aller voir un endroit très bientôt. Allez, ok, super. Écoute, merci. Merci vraiment. L'occasion fait le larron. Moi, je passais dans le coin, je venais de serrer la pince. Essai de cette Godier genou, je suis mais ravi. J'ai les poils du dos qui se sont dressés comme ça. C'était vraiment un grand moment pour moi parce qu'à l'époque, je n'ai jamais eu la possibilité de rouler sur de telles motos. 1, elles étaient rares. 2, elles étaient chères. Et donc, c'était pas évident de pouvoir s'asseoir là-dessus. C'était assez mythique. Tu viens de réaliser un rêve pour moi, donc c'est quand même fabuleux. Claude, mille merci. Je vais te laisser comme un malheureux dans ton bureau. Je ne sais pas comment on va le qualifier, caverne d'Ali Baba, salle de jeu pour grands garçons, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci. On se revoit bientôt parce que je crois qu'il y aura peut-être plein d'autres choses à essayer dans ton garage et la saison ne fait que commencer. On va rester à distance les uns des autres pour cette période un peu particulière et on se revoit très bientôt. Ciao. Merci à toi. Ciao. Bon, voilà, maintenant c'est plus un secret. Tout le monde sait que j'aime les vieilles. On arrive tout doucement au terme de cette émission et vous allez voir évidemment que cette émission est un peu plus courte que d'habitude. Pourquoi? Parce que forcément les sujets sont plus courts, on les a tournés juste avant le début du confinement un peu strict et je ne sais pas très bien comment ça va se passer pour le mois prochain parce qu'en fait tous les parcs presse sont fermés, toutes les présentations à l'étranger ont été annulées, donc je ne sais pas très bien ce que je pourrais vous présenter, mais je vous promets que je vais trouver. Alors, on n'a plus qu'une chose à faire, respectez le confinement, restons chez nous, occupez-vous de vos proches et de votre famille, soyez prêts à démarrer dès que le confinement sera terminé, et au moment de redémarrer les gars, gaffe sur la route. Allez, dans un mois. La passion de la moto, c'est Motokaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait